La CAN a lieu actuellement et dans cette CAN, c'est vrai qu'on retrouve souvent beaucoup de joueurs de notre bonne Ligue 1. Achraf Hakimi par exemple que l'on retrouve avec le Maroc, Youssef Attal avec l'Algérie, Moses Simon avec le Nigeria ou encore Mostafa Mohamed, un autre Nantais, avec l'Égypte. Et je me suis dit, enfin c'est pas moi qui me suis dit, c'est Idriss de la chaîne Amour du Maillot, n'hésitez pas à le suivre d'ailleurs si vous êtes fan de maillot comme moi, le contenu est vraiment très bon donc je vous invite à aller suivre si jamais. Mais il m'avait dit il y a quelques mois de cela, ce serait intéressant de faire une vidéo sur les joueurs marquants africains. Et c'est pourquoi cette vidéo voit le jour, donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et donc aujourd'hui je vais revenir sur 15 joueurs marquants qui ont vraiment marqué la Ligue 1. Alors c'est 15 joueurs marquants, hein. C'est pas un top de meilleurs joueurs ou quoi que ce soit, c'est 15 joueurs qui m'ont réellement marqué. Alors c'est toujours des vidéos qui sont un peu subjectives, il se peut que vous, dans votre club de cœur, ou dans votre, dans votre sensibilité footballistique, vous ayez pu être marqué par d'autres joueurs africains. Donc n'hésitez pas à me dire en vidéo, ça m'intéresse fortement. Par exemple, si vous êtes fan de Caen, par exemple, quel joueur africain vous a marqué à Caen et également dans un autre contexte, dans un autre club. Enfin, vraiment, ça m'intéresserait vraiment. Je pense qu'on va avoir de belles pépites et de beaux noms. Ça va être vraiment des commentaires assez intéressants, donc n'hésitez pas. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour le retour dernièrement. La vidéo là sur les joueurs qui sont partis cet été de Ligue 1 est à un peu plus de 10 000 vues au moment où je tourne, donc merci à vous, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes énormément à ne pas vous être abonné, donc n'hésitez pas à le faire, ça apporte vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne, donc likez bien la vidéo, abonnez-vous. Et on va tout de suite commencer par le premier. On va être obligé de commencer par lui parce que je pense que c'est le joueur africain qui m'a le plus marqué. Autre précision que j'ai pas faite, je vais parler que des joueurs qui ont joué au 21e siècle qui m'ont marqué. Hein. Étant né en 92, par exemple un Georges Weah, il sera pas dans la vidéo parce que ça me marque pas du tout Georges Weah. Alors je connais forcément sa carrière, le joueur, mais je peux pas dire que j'ai été marqué par lui parce que je n'en ai aucun souvenir. Donc on va plutôt parler de joueurs qui m'ont vraiment marqué. Et on va forcément commencer par Didier Drogba. Alors Didier Drogba, le joueur de foot, oui. J'espère que vous avez la ref. Drogba? Oui. Le footballeur? Oui. C'est un joueur qu'on a vu du côté du Mans dans un premier temps, de 1998 à janvier 2002. Il va arriver à Guingamp, c'est là où moi je vais le connaître. Hein. Contre 100 000 €, c'est Guy Lacombe qui le veut à tout prix. Les dirigeants ne sont pas forcément pour, mais Guy Lacombe va quand même insister parce qu'il croit fortement au potentiel de Didier Drogba. Et je pense que il a plutôt bien fait parce que ça se passe plutôt bien. En plus avec un Fabrice Fiorez qui est parti, on a également Stéphane Guivarch qui était revenu, qui est arrivé à Guingamp et qui va vraiment avoir pas mal de mal et pas mal de blessures. Ça va tout simplement être une révélation. 45 matchs de Ligue 1 sous les couleurs rouge et noir, 20 buts, rien que ça. Et après ce total qui est quand même assez merveilleux, et après ces 18 très bons mois du côté des Côtes d'Armor, il va rejoindre plutôt les Bouches-du-Rhône, en l'occurrence l'Olympique de Marseille. Et là, je crois que tout le monde est au courant de ce qu'il a fait à Marseille. En un an, il a tout simplement mis la canebière à ses pieds. Tout le monde était totalement fan de lui, même moi en étant lyonnais, je vous avoue, et en ayant grandi dans le nord de la France, j'étais assez fan de ce que faisait Drogba. L'Olympique de Marseille 2004 m'a vraiment marqué et Drogba était absolument stratosphérique. 19 buts, 7 passes décisives en Ligue 1 et on peut bien sûr y ajouter ce parcours excellent en 2004. On y est revenu dans la première vidéo de la chaîne de cette année en UEFA, donc avec des buts notamment contre Newcastle ou contre l'Inter. Cette finale malheureusement perdue contre Valence. Ouais, c'était une année complètement folle. Et lui, Drogba, il aurait voulu rester un peu plus. Mais il y a eu une offre qui a été qualifiée d'irrefusable par le board marseillais et donc il va partir de la Ligue 1 et il va aller du côté de Chelsea où il aura également plutôt bien réussi. On va pas revenir sur l'après-carrière à la Ligue 1, mais voilà, Didier Drogba en tout cas c'est un joueur qui m'a marqué par sa qualité à marquer des buts presque de n'importe où, dans n'importe quelle position. Franchement, c'était un super joueur et je pense qu'il a marqué tout le monde, même les Parisiens, j'ai envie de dire. On va partir sur un deuxième joueur, un joueur qui est passé par l'OM, mais on s'en souvient pas vraiment parce qu'il est post-formé à l'OM. En fait, il arrive à 17 ans en 1997 et ce joueur, c'est Seydou Keita. Donc, comme indiqué, il est à l'OM, il fera seulement 9 matchs sur le maillot marseillais avant d'être prêté à Lorient, donc chez les Merlus en 2000. Et il y a une option d'achat dans ce prêt et en fait, les Merlus vont lever l'option d'achat, donc il ne reviendra absolument pas à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est pourquoi moi j'ai des souvenirs vraiment très très vagues de Seydou Keita à l'OM. Puis il a fait que 9 matchs, donc je suppose que à part les Marseillais, pour la plupart, c'est pareil. Et à Lorient, quand il arrive, c'est une équipe qui est en Ligue 2 à l'époque et il va faire une super saison avec eux. Il va quasiment participer à chaque match et il va être trop fort. Il va faire partie de l'équipe type de la Ligue 2 et ensuite il va faire un an avec Lorient, mais ce coup-ci en Ligue 1 où ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va un peu enchaîner les blessures. Donc malheureusement, il va pas avoir un temps de jeu non plus extrêmement conséquent. Il va donc de nouveau être prêté. Ce coup-ci, il va être prêté à Lens et Lens à cette époque en 2002, c'est quand même une sacrée équipe, dauphin, juste derrière l'Olympique Lyonnais. Et Seydou Keita, il
il va vraiment faire des premières années à Lens qui vont pas être non plus exceptionnelles sous la houppe de Joël Muller, qui ne croit pas forcément en lui, mais bon, ils vont quand même lever l'option d'achat parce qu'on sent qu'il y a un potentiel. Mais quand il avait du temps de jeu, quand même, je trouvais qu'il répondait notamment présent, surtout que c'est une époque où le Lens a quand même fait 2 phases de poule de Ligue des Champions, donc il y avait quand même pas mal de temps de jeu, mais c'est vrai que on va dire les titulaires principaux étaient plutôt Charles-Édouard Corridon ou Papa Bouba Diop à cette époque. Donc les premières saisons à Lens, c'est pas celle qu'on va retenir, mais par contre, quand Francis Gillot arrive en 2004, là c'est clairement bien mieux, et il va y avoir également après l'arrivée d'un joueur à ses côtés qui va vraiment lui faire le plus grand bien. Alors il y a son cousin déjà, j'en ai pas parlé, Sidi Keita qui va arriver, mais il y a le Serbe Nenad Kovacevic qui est tout simplement énorme, et ça va être une des perles défensives les meilleures de Ligue 1. Kovacevic d'ailleurs, sacré joueur, mais quel boucher. On s'éloigne un peu du sujet, mais lui, fallait pas rigoler avec Nenad. Et Seydou Keita, du coup, avec ses super performances, et en additionnant en plus le fait que il lui reste qu'1 an de contrat, il va taper dans les yeux des cadres européens, et notamment le Séville FC, qui va donc signer Seydou Keita en 2007, et donc il va faire 1 an au Séville FC avant, et où il va rejoindre seulement pour 4 millions d'euros, et il va être vendu ensuite dans la foulée 1 an après au FC Barcelone, où il va jouer de 2008 à 2012, et il va tout simplement être énorme, même s'il aura pas le plus gros temps de jeu, parce que le milieu, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, c'était très costaud, donc il a eu du temps de jeu, pas non plus énormément, mais il fera quand même partie de cette meilleure équipe du siècle, selon beaucoup de personnes, ce que je peux totalement entendre. Mais Seydou Keita, en tout cas, il m'avait vraiment marqué à Lens, parce que c'était un joueur que je trouvais vraiment bon, assez intelligent dans son placement, et dans l'impact, il était vraiment très fort, tout en ayant cette possibilité à créer. C'est pourquoi je le mets dans cette vidéo. On va rester un peu sur les joueurs qui sont passés par Lens. Pour ceux qui découvrent la chaîne, moi j'ai grandi à côté de Lens de 6 à 18 ans, donc forcément Lens c'est une équipe qui m'a marqué. Et on va parler d'un défenseur central qui a joué 2 ans à Lens, mais qu'on a connu avant du côté de Metz, qui est arrivé très jeune à Metz. C'est Rigobert Song, l'actuel sélectionneur du Cameroun, qui est arrivé donc à Metz de 94 à 98, où donc il finit dauphin sous les ordres justement de Joël Muller, encore lui, du côté de Metz, donc derrière Lens, et il rejoint Lens justement en 2002. Où c'est Joël Muller à nouveau, donc on comprend pourquoi il arrive à Lens, où il va faire 2 ans, où il va vraiment être excellent, Rigobert Song est assez dur sur l'homme, beaucoup de leadership, beaucoup de caractère, où ça va vraiment être un joueur extrêmement important du côté de Lens, un des leaders, je crois même qu'il devient capitaine quand Guillaume Varmus et Jocelyn Blanchard partent, mais en tout cas c'était un défenseur qui était vraiment très solide, qui a permis à Lens de faire ce très beau parcours en Ligue des Champions. C'était vraiment un super joueur, et après il va quitter Lens pour aller du côté de la Turquie, plus précisément du côté de Galatasaray, et on aura quand même vu 2 très bonnes années de la part de Rigobert Song. Il va quitter quand Joël Muller ne sera plus à Lens, tout simplement. Et le dernier joueur qui est passé par Lens de la vidéo, mais qui est aussi passé par d'autres clubs pour le coup, le Nigérian John Utaka. C'était vraiment un super joueur, j'adorais John Utaka, je le trouvais vraiment très fort. La première saison déjà elle est marquante, surtout en tant que joker, il a pas forcément sa place de titulaire quand il arrive, mais voilà, en plus on se souvient de ce maillot doré là de Ligue des Champions. Mais John Utaka il était vraiment très fort, très rapide, très percutant, et il a marqué aussi pas mal de buts importants et marquants en Ligue des Champions, notamment contre le Milan à Bollaert, sûrement l'une des plus belles victoires de l'histoire de Lens à Bollaert. Contre le Bayern également il met un but, donc vraiment un joueur super marquant. Il va quitter Lens après 100 matchs quand même sous les couleurs sang et or, 33 buts, donc ça reste quand même un super total. Oui, et il va rejoindre la Bretagne, plus précisément le Stade Rennais, où il y fera 2 ans. Pareil, il va continuer un peu à enchaîner les pions, 28 buts en 75 matchs, donc c'est quand même une belle perf. Pourtant le début en Bretagne n'est pas forcément si simple que ça, mais ça va beaucoup mieux se passer par la suite. Et après ce passage breton, il va traverser la Manche pour aller du côté de Portsmouth, et il va y jouer 4 ans du côté de la Première Ligue, et il va revenir en France, à Montpellier, en 2011, où il sera un très grand partisan du titre de champion de France des Héroltais, où il va jouer du coup du côté gauche, avec un autre défenseur gauche derrière de qui on va parler. Du coup ça me fait penser qu'il y a encore un autre joueur qui est passé par Lens dans la vidéo. Et il a clairement été comme je vous le disais, un des partisans de cette victoire des Héroltais en 2012. Vraiment joueur super percutant, qui permettait de prendre la profondeur et permettait de libérer des espaces, que ce soit pour le meneur de jeu Belanda ou Aït Fana, ou également pour le buteur Giroud. Vraiment un joueur providentiel. Il y restera que 2 ans à Montpellier, mais il aura clairement marqué de son empreinte le club pailladin. Et en fin de contrat, il va donc aller après en Turquie. Mais John Utaka, je pense que c'est un joueur qui a dû marquer pas mal de gens. J'ai l'impression que dans les 3 clubs où il est passé, il a plutôt laissé des bons souvenirs. Même à Portsmouth, je me rappelle un petit peu, il avait plutôt fait des choses correctes.
Et le joueur qui était derrière John Utaka à Montpellier, c'était Henri Bédimo. Henri Bédimo et ses premiers matchs en Ligue 1, je vous avoue qu'avant de travailler la vidéo, j'avais complètement oublié, mais c'est à Toulouse, en 2004. Alors il va pas faire énormément de matchs, il va faire quelques matchs en pro avec eux, et il va partir du côté du Havre en 2006, donc en Ligue 2, où il fera qu'une seule année, avant ensuite d'aller du côté de Châteauroux, où c'est là où je vais plutôt le découvrir, moi, donc à nouveau en Ligue 2. Et ses bonnes performances du côté de la Berrichonne vont taper dans l'œil du RC Lens, où il va jouer une année, de 2010 à 2011. Malheureusement, Lens va finir avant-dernier cette année-là, donc devant Alain Vignon, mais Henri Bédimo a plutôt quand même fait une belle saison. Donc Montpellier va le tenter, et il va rester également 2 saisons, tout comme John Utaka, du côté de la Mosson, et il va être champion, vraiment un joueur extrêmement important également dans le titre, un super défenseur gauche. Et après ces 2 années, il va rejoindre l'Olympique Lyonnais, où j'ai des extrêmes bons souvenirs de la part de Henri Bédimo. Alors peut-être pas la dernière année où ça a été plus compliqué, parce que il a commencé un peu à vieillir, et ouais, Bédimo, franchement, c'était un super joueur. Ses premières saisons à Lyon, il est vraiment trop fort. Je me rappelle de quelques centres, de quelques courses où c'est absolument énorme. Il va faire 3 ans à l'OL, de 2013 à 2016, et vraiment, comme je vous le disais, c'est vraiment des super choses, mais il va partir en 2016 parce que il est en fin de contrat. L'OL ne va pas le prolonger, il va partir dans l'autre Olympique, à Olympique de Marseille, et là pour le coup ça va être plus compliqué, même si c'est clairement pas la meilleure version de l'Olympique de Marseille. Quand il arrive, franchement, l'équipe elle est vraiment pas folle. J'ai pas envie de vous rappeler des mauvais souvenirs les Marseillais, donc je vais m'abstenir de dire des noms, mais c'était quand même très compliqué. Et après ça, malheureusement, encore une fois, les pépins physiques étaient là. On avait vraiment un Bédimo qui devenait lent, alors que c'était plutôt sa force d'être rapide, et il va prendre sa retraite en 2018. Mais ouais, Bédimo, vraiment super joueur de notre Ligue 1. On va rester du côté de l'OL et on va parler de Michael Essien. Michael Essien qui est arrivé à Bastia en 2000. Je vais être très honnête, j'ai pas forcément de gros souvenirs de Michael Essien à Bastia. Par contre, à Lyon, il fait 2 ans et il est tout simplement stratosphérique. Je crois que si je fais un 11 de l'Olympique Lyonnais d'un point de vue compétitif, je me mets Michael Essien quasiment dans les premiers noms parce qu'il était tout simplement trop fort, et c'est pas étonnant que 2 ans après cette super saison du côté de l'Olympique Lyonnais, il y a un gros club avec d'énormes moyens, en l'occurrence Chelsea, qui vient récupérer Michael Essien, qui mit une sacrée somme à l'époque. Mais ouais, Michael Essien, c'était vraiment trop fort, super intelligence, placement parfait, plutôt propre, je trouve, dans ses façons d'intervenir. Et ouais, c'était un joueur qui avait cette assurance, qui dégageait. On avait l'impression que quand il y avait Essien, il y a un moment à l'Olympique Lyonnais, il y avait un milieu, on va en revenir juste après parce qu'on va parler d'un autre joueur, mais il y avait un milieu avec 3 hommes, c'était absolument énorme. Et il y avait donc Michael Essien, qui était vraiment trop fort. Il y avait Juninho, qui était plutôt porté lui sur l'offensif. Et il y en avait également un troisième qui va être le prochain joueur. Et c'est Mamadou Diarra. Mamadou Diarra, c'est pareil, qu'est-ce qu'il était fort, Gila, comme on l'appelait. Lui, il arrive en provenance du Vitesse Arnhem, donc vraiment, voilà, il a fait quelques saisons là-bas, où il est entraîné par un certain Ronald Koeman, d'ailleurs. Lui, il va y rester 4 ans du côté de l'Olympique Lyonnais. Et vraiment, le milieu de Juni Essien Diarra, c'était absolument incroyable, c'était une forteresse imprenable, presque. On savait recruter avant, aller chercher des petits joueurs là-bas au Vitesse Arnhem. Maintenant, quand on va chercher aux Pays-Bas, on ramène Amine Sarr, c'est vrai qu'au niveau, on est quand même un peu moins bien. Bref, mais ouais, Mamadou Diarra, lui, c'était quand même plus porté vers défensif. Lui, il était peut-être, je vais pas dire méchant, mais il avait plus d'agressivité, je trouve, dans sa façon de tacler, dans sa façon de défendre. Et lui, il va partir du côté du Real Madrid, où ça va se passer plutôt correctement, même si je crois qu'on pouvait s'attendre à mieux de mémoire, mais ça restait correct. Et puis encore une fois, c'était pas forcément la meilleure version du Real Madrid non plus. Donc il a plutôt fait du bon travail au Real, mais c'était pas non plus exceptionnel, il me semble, de mémoire. Et ouais, franchement, Mamadou Diarra, c'était un joueur que je trouve vraiment trop fort. On va parler d'un joueur qui est passé par pas mal de clubs, notamment par l'Olympique de Marseille, un buteur sénégalais. Et on va parler de Mamadou Niang. Mamadou Niang, il commence à l'Estac, où il a pas mal de concurrence, donc c'est difficile de s'imposer. Donc il va être prêté, c'est pour essayer d'avoir de l'expérience, et il va être prêté à Metz, en Ligue 2, où le début va être un peu plus compliqué, mais après ça va mieux se passer, qui va taper dans l'œil du rival, Strasbourg, et c'est donc Mamadou Niang va aller à Strasbourg en 2003. Il va faire une doublette absolument parfaite avec Liu Boya. Malheureusement, au bout de 6 mois, Liu Boya s'en va, il part du côté du PSG. Mamadou Niang est parti pour la CAN, et quand il revient, ça va être un peu plus compliqué pour le Sénégalais. L'année d'après, heureusement, il va retrouver un autre compère,
derrière, Michael Pagis qui va arriver, et là il va être vraiment pareil, ça va refaire une doublette absolument excellente. On a l'impression que Mamadou Niang, il a quand même besoin d'avoir une bonne doublette pour être très très bon, même si on verra par la suite que il va réussir à quand même jouer dans l'axe un peu plus facilement, parce qu'il va rejoindre l'Olympique de Marseille de 2005 à 2010, 227 matchs avec les Marseillais, 100 buts, quand même, c'est quand même une sacrée perf, toute compétition confondue, champion donc en 2010, et il va quitter le club juste après ce titre de champion sous Didier Deschamps. Il va passer par la Turquie, par le Qatar, et il va finir à Arles Avignon quand ils seront en Ligue 2. Mamadou Niang, c'était vraiment un super attaquant redoutable, pareil, capable de marquer un peu dans toutes les positions, rapide, une belle qualité également pour éliminer le joueur. Il faisait pas forcément de gris-gris ou ce genre de choses, mais il arrivait à éliminer de façon assez simple les adversaires, et je le trouvais vraiment redoutable. On savait que quand il rôdait ou quand il arrivait dans la surface avec un peu d'espace, en général ça finissait par le but. Donc gros coup de cœur pour Mamadou Niang, qui était vraiment un joueur très très bon. On va ensuite parler d'un des premiers joueurs qui m'a marqué dans le foot. Pourtant, il jouait pas à l'Olympique Lyonnais, mais je m'en rappelle vraiment bien. C'est JJ Okocha, qui était le transfert le plus cher de la Ligue 1 d'ailleurs, quand il arrive en 98 pour 90 millions de francs, ce qui fait à peu près 13,7 millions d'euros. Lui, il arrive donc pour être comme successeur de Rai et de Leonardo, rien que ça. Et ça s'est plutôt bien passé, un joueur absolument fantastique également, merveilleux, qualité de dribble absolument au-dessus de la moyenne, un peu un artiste du ballon, vraiment. C'est le genre de joueur qu'on n'a plus vraiment en ce moment. Il était absolument trop fort. Franchement, Okocha, il faisait des différences absolument folles. Il y a un moment, il y a quand même eu Okocha et Ronaldinho dans la même équipe, quoi. Je sais pas si on se rend compte. Et c'était vraiment un super joueur. Et lui, il va partir après du côté de Blackburn. Okocha, franchement, c'était vraiment un joueur à part. On va parler maintenant d'un Ivoirien et on va parler de Gervinho. Gervinho qui a passé 4 ans en Ligue 1, 2 ans au Mans et 2 ans au LOSC, où il a eu 2 fois Rudy Garcia du coup. Et au Mans, on se rappelle, le Mans c'était quand même une sacrée équipe en fin des années 2000, avec Tullio De Melo, Fanchon, Matsui. Je pense qu'on en fera une vidéo peut-être en 2024, je vais pas vous dire bientôt. On parlera du Mans parce que je pense que c'est une équipe qui a un peu marqué tout le monde. Et Romaric également, que j'aurais pu mettre dans la vidéo d'ailleurs, qui était un sacré joueur. Et Gervinho, j'avoue que je me rappelle plus de son passage au LOSC, où il faisait une tripette absolument énorme avec Moussa Sow, qui aurait pu être dans la vidéo, même si lui il est franco-sénégalais, mais on aurait quand même pu le mettre dans la vidéo. Et également Eden Hazard. Et Gervinho, c'était vraiment trop fort, champion de France du coup en 2011. Il part après du côté d'Arsenal, où ça va être un peu plus compliqué pour lui. Moi je l'avais mis dans les flops dans ma vidéo sur les flops d'Arsenal, beaucoup n'étaient pas d'accord, mais je trouve que c'est un joueur qui aurait pu faire mieux. Il était complet en fait, je pense qu'il a cette capacité de marquer, il avait cette capacité également de dribbler, de faire des bonnes passes, que Moussa Sow, il a fait une saison absolument énorme l'année du titre, mais en même temps qu'on est servi par Eden Hazard et Gervinho, c'est quand même assez simple. Mais il était vraiment très fort, et c'est pourquoi je pense que le mettre dans cette vidéo, ça me semble assez logique. On va parler maintenant d'un joueur franco-marocain et d'un joueur qui était à Bordeaux et pendant de nombreuses années, de 2003 à 2010, 301 matchs sous le maillot avec le scapulaire. C'est Marouane Chamakh. Marouane Chamakh qui était vraiment l'attaquant ultime, j'ai envie de dire, même s'il avait quand même peut-être quelques défauts sur certains points, mais son tandem avec Gourcuff, sa doublette avec Kavenaghi également, c'était vraiment un joueur excellent, joueur de la tête, il était redoutable, dans le jeu aérien il était redoutable, je trouvais que au niveau du timing il était toujours là, au niveau du placement également il était quasiment toujours bien placé, pas non plus le qualifier que comme un renard, clairement il avait d'autres qualités quand même, mais il était redoutable dans sa façon de marquer des buts, il arrivait pareil, il a marqué un peu dans toutes les situations. Et c'est un grand partisan également de cette saison à Bordeaux, où ils sont champions de France en 2009, avec Gourcuff, comme je vous le disais. Franchement, Chamakh, c'était vraiment l'homme qui finissait les actions, avec derrière Wendel, Jussier, enfin vraiment ce Bordeaux, en tant que Lyonnais, j'avoue qu'il m'a fait mal, mais c'était quand même quelque chose, avec du recul. Et après Chamakh, lui aussi, il est parti du côté d'Arsenal, où ça n'a pas été si mauvais, il me semble, de mémoire. Dites-moi en commentaire, mais je pense qu'on pouvait peut-être s'attendre un peu à mieux, mais c'était pas non plus si décevant que ça. On va retourner du côté de l'OM avec celui-ci et on va parler d'un arrière-gauche qui m'a fortement marqué. Avec sa frappe de mule, avec sa façon d'être. On se rappelle notamment de ses chambrages contre le PSG, je pense que vous savez de qui je parle, mais je vais parler de Tai Taiwo. Tai Taiwo qui était un arrière-gauche assez rugueux, mais avec une frappe absolument énorme, 2005-2011 du côté de l'OM, et je pense que tous les supporters marseillais ont des bons souvenirs. Lui aussi, il a gagné le championnat de France en 2010. Il va gagner également la Coupe de la Ligue en 2011, et en 2010 également, il me semble qu'ils font le doublé Coupe de la Ligue championnat en 2010. Ouais, si, c'est ça. C'était un joueur, j'aimais bien. Je trouvais que c'était vraiment un bon défenseur et ça fait partie des personnalités qui ont marqué notre Ligue 1 très très clairement.
Je vais ensuite parler d'un joueur qui est passé par Auxerre et je vais parler de Khalidou Fadiga qui est passé à Auxerre 3 ans, de 2000 à 2003, qui était une pièce vraiment majeure dans l'organisation de Giroud pour servir soit Djibril Cissé, soit Benjani, qu'on aurait pu également mettre dans cette vidéo. Ouais, c'était un joueur qui était vraiment soyeux, qui avait une vraie patte gauche, qui a peut-être pas été le joueur le plus prolifique, dirons-nous, d'un point de vue but, même si je pense que niveau finition, il pêchait pas forcément, mais c'était plutôt vraiment un vrai meneur sur le côté, un meneur latéral, on va appeler ça comme ça. Et on se souvient également pendant ce passage de son quart de finale avec le Sénégal, bien entendu, lors de la Coupe du Monde. Mais c'était un joueur qui était très très fort, et lui, il est parti du côté de l'Inter par la suite. Sauf qu'en fait, il va jouer aucun match à l'Inter, parce que lors de la visite médicale, ils vont déceler une arythmie cardiaque, et malheureusement, ils vont décider de même pas le prêter. Malheureusement, du coup, il va pas jouer avec l'Inter, même s'il va pouvoir reprendre sa carrière quand même tout de même par la suite. La carrière va être un peu plus compliquée pour Fadiga. Il va notamment revenir en Belgique également. Mais ouais, c'était vraiment un bon meneur, un joueur qui me semblait vraiment très intéressant et qui m'a pas mal marqué. Il reste 2 joueurs à évoquer, j'espère que la vidéo en tout cas te plaît, n'hésite pas à liker et à abonner si tu n'as toujours pas fait. On va également parler d'un Marseillais, mais il n'est pas passé que par Marseille, il est passé par d'autres clubs, il est passé par Bordeaux, il est passé également par Sochaux. On va parler de Souleymane Diawara, qui est arrivé qu'on a connu lui du côté de Sochaux, de 2003 à 2006, qui était vraiment un super défenseur. C'est un joueur qui a joué un peu sur le côté, il me semble, du côté de Sochaux, mais qui a également joué dans l'axe, qui a gagné la Coupe de la Ligue en 2004. Et en fait, la Coupe de la Ligue, il va pas gagner qu'en 2004, parce qu'il va la gagner en 2009 avec Bordeaux, et puis en 2010 et 2011 avec Marseille. Donc voilà, c'était un peu sa compétition, on va dire. Il était recordman des Coupes de la Ligue gagnées. Je sais pas si ça a été battu par un Parisien entre-temps, j'avoue que je sais pas. Et ouais, Souleymane Diawara, c'était vraiment un super défenseur. On lui a un peu trop catalogué cette histoire un peu du fêtard, où c'est vrai que Souleymane Diawara avait plutôt tendance à sortir. Et Jean-Louis Gasset, Laurent Blanc lui avait dit à Bordeaux de ne plus forcément sortir pour pouvoir être professionnel et être au top de sa forme. Bah, les résultats n'étaient pas forcément là. Du coup, Jean-Louis Gasset lui a dit, bah écoute, ressort, et il est sorti, il a fait un match du tonnerre. Donc Jean-Louis Gasset lui aurait dit, bah écoute, sors tout le temps maintenant. Et mais c'était un super défenseur, vraiment un vrai leader, un vrai capitaine, champion de France du coup avec Bordeaux en 2009, il part à Marseille l'année juste après le titre, où il devient champion de France avec Marseille en 2010. Véritable joueur important du côté de Marseille. D'ailleurs, Vincent Labrune, qui était alors président de l'Olympique de Marseille, avait envie d'enlever le numéro 21, le numéro de Souleymane Diawara, des maillots, en faisant une sorte de Hall of Fame, un peu comme en NBA. Ça avait fait beaucoup d'histoires, parce que c'est vrai que l'Olympique de Marseille, quand on a gagné avec les champions 93 et puis qu'on a eu des joueurs absolument énormes, enlever le maillot de Souleymane Diawara, sans manquer de respect à Souleymane Diawara, je peux comprendre que ça fasse polémique, dirons-nous. Mais bon, cet hommage n'est pas resté très longtemps, parce que Evra est arrivé en 2017 après le numéro 21 juste derrière. Quand c'était un autre président, c'était Franck McCourt déjà. Donc ouais, en tout cas, Souleymane Diawara, c'était vraiment le défenseur central par excellence, qui faisait vraiment peur. Je trouvais qu'on avait du mal à le passer. Très bon jeu de tête également, il marquait quand même relativement sur corner. Des défenseurs qui m'a le plus marqué, je pense, toute nationalité confondue, en Ligue 1 depuis que je suis le foot. Et pour le dernier, je vais être obligé de parler de lui, parce que pour le coup, je pense que ça m'a marqué, tous les gens de ma génération, peut-être un peu plus jeunes également, et forcément plus vieux, ont été marqués par lui. C'est Marc-Vivien Foé, qui a joué à Lens de 94 à 99, qui a été champion de France avec le Racing Club de Lens, du coup en 98, et il est revenu à Lyon après un an passé à West Ham, il me semble. Il a joué à Lyon de 2000 à 2002, c'était un élément assez important lors du titre en 2002. Milieu défensif qui était quand même assez athlétique, qui n'hésitait pas à mettre des coups, ce qui contrastait avec sa personnalité, comme l'indiquaient les gens qui lui ont rendu hommage, parce que c'était un joueur c'était un homme qui était apparemment très attachant et qui était très gentil. Mais c'est vrai que sur le terrain, je pense qu'il valait mieux pas lui chercher des noises. Et en 2002, il quitte l'Olympique Lyonnais pour être prêté à City, où il joue quasiment tous les matchs. Alors en 2002-2003, City, c'est pas le Manchester City d'aujourd'hui, mais bon, quand même, il arrivait quand même à jouer quelques matchs. Et je sais pas si le prêt devait continuer, s'il y avait une option d'achat ou quoi. Et malheureusement, je pense que vous le savez tous, en juin 2003, il est tombé lors d'un match en Coupe des Confédérations à Lyon d'ailleurs, à Gerland, contre la Colombie, pardon. Et voilà, image super marquante, avec l'hommage notamment après avec l'équipe de France. Mais ouais, c'était un moment assez fou, assez triste, très triste même. Et cet hommage, je pense qu'il restera gravé, je pense qu'on s'en souvient tous. Sur la Coupe des Confédérations, à cette époque, il y avait une sorte de hype, et ça passait sur TF1, il me semble, de mémoire. Donc on avait un peu à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de foot à la télé, on n'avait pas 36 abonnements pour voir tous les matchs qu'on pouvait. Donc dès qu'il y avait un match de foot, même si c'était la Coupe des Confédérations, on regardait. Et ouais, c'était assez marquant, et c'est pourquoi je pense que dans cette vidéo, c'était la moindre des choses de parler de Marc-Vivien Foé et de lui rendre hommage.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve vendredi 18h pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction alors vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!